L'année dernière, je plaidais ouvertement pour la paix avec Israël. Cela a provoqué un tollé de la part du Hezbollah. J'ai été menacé, il y a eu une tentative d'assassinat contre moi et c'est ce qui m'a poussé à quitter le pays. Assez, c'est assez. Nous devons mettre fin à ces cycles de violence et il n'y a pas d'autre solution que de signer la paix avec Israël. Charles Chartouni est un universitaire, militant et dirigeant libanais chrétien et nous avons aujourd'hui le privilège exclusif de lui parler de la situation au Liban et de ce que l'avenir nous réserve. Bienvenue Charles dans l'émission. Bonjour Fleur, merci beaucoup pour l'invitation. Bien sûr Charles. Vous avez une histoire très intéressante dans votre pays en tant qu'activiste pour la paix, en tant qu'activiste pour éliminer la menace du Hezbollah et l'occupation dans votre pays. Peut-être pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours et de ce qui s'est passé l'année dernière? Vous savez, je suis un militant public depuis assez longtemps. J'ai connu la guerre civile et les différents conflits qui ont eu lieu dans notre pays et qui ont essentiellement été provoqués par le militantisme palestinien à ses différentes étapes, vous savez, en commençant par la période de l'Organisation de libération de la Palestine et en terminant par l'épisode iranien. Donc, et je pense qu'il y a une sorte de continuum historique et il y a aussi un continuum stratégique qui relie le tout début et la toute fin de ce conflit, qui s'est déroulé au cours des, vous savez, 60 dernières années. Donc, à l'époque, j'étais un jeune étudiant. Maintenant, je suis un professeur à la retraite, vous savez, un homme âgé, etc. Et nous faisons toujours face aux mêmes problèmes. Parce que les mêmes acteurs, d'accord, ont été en train de répéter encore et encore les mêmes scénarios avec des cycles de violence sans fin, vous savez. Et donc, ma conclusion à ce stade, j'ai dit, ça suffit. Assez, c'est assez. Il faut mettre fin à ces cycles de violence et il n'y a pas d'autre solution que de signer la paix avec Israël. C'est le résultat ultime sur lequel nous devons nous concentrer. Vous savez, se concentrer sur des accords de trêve répétés et violés n'a plus aucun sens. C'est sans importance, quel que soit le moyen. Et c'est cela qui a provoqué, et c'est cela qui a causé les destructions répétées du Liban au cours des 50 dernières années. C'est cela qui constitue mon principal engagement à ce stade. Alors, Charles, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière qui t'a obligé à quitter ton pays? Oui, je veux dire, l'année dernière, je plaidais ouvertement pour la paix avec Israël et j'ai dit très clairement qu'il devait y avoir une reconnaissance de l'État d'Israël. Et sur la base même de cette reconnaissance, nous devrions entamer des négociations. Cela a provoqué un tollé de la part du Hezbollah. J'ai été menacé. Il y a eu une tentative d'attentat contre ma vie. Et c'est cela qui m'a poussé à quitter le pays. Et j'ai dû quitter le pays sous la contrainte. J'ai quitté le pays en prenant un bateau de nuit pour Chypre. Je ne pouvais pas partir par l'aéroport pour diverses raisons. Et j'ai finalement été convaincu par David Schenker, le sous-secrétaire d'État aux affaires du Moyen-Orient. Je pense que c'était sous l'administration Biden, qui m'a envoyé un message en disant « Charles, tu dois partir parce que tu es sur la liste noire. Tu n'as pas le choix. Tu dois te battre pour ta survie. Ne reste pas, ils sont en train de t'attraper avec des procès, etc., etc. Ne te laisse pas avoir par ça. Pars immédiatement, quitte le pays. » Et j'ai reçu le même message d'un autre agent de renseignement à l'intérieur même du pays. C'est donc cela qui m'a poussé à partir et ce qui m'a surtout fait partir, c'est la tentative d'assassinat dont j'ai été victime, à laquelle j'ai échappé, tu sais, par accident. J'ai eu la chance d'éviter cette issue fatale. Ils essayaient pratiquement de m'étrangler, tu sais, pendant que je nageais. Oh mon Dieu. Alors Charles, quand tu as fait ces déclarations sur la paix avec Israël, c'était avant ou après l'élimination de Hassan Nasrallah?
Oh, cela correspond à la période après l'assassinat de Nasrallah. Cela a été fait après l'assassinat de Nasrallah, mais cela fait partie d'un plaidoyer à long terme que je mène depuis, vous savez, la dernière décennie, ce qui signifie que je promeus et que je milite pour cette paix. Depuis un certain temps, j'ai exprimé ouvertement mon opinion sur cette question. Mais chaque fois qu'il s'agit de cette déclaration spécifique, cela correspond à la période qui a suivi l'assassinat de Nasrallah. Donc, Charles, ce que je suppose, c'est qu'il y a eu une ouverture ou qu'il y a eu un moment après l'assassinat de Nasrallah et après avoir affaibli la capacité militaire du Hezbollah, où il y avait une opportunité là où des dirigeants libanais comme vous ont estimé qu'il était approprié de voir s'ils pouvaient pousser vers cette paix. C'est ça, je veux dire, l'affaiblissement du Hezbollah et la destruction de la plateforme militaire du Hezbollah, ainsi que la remise en cause de la position politique du Hezbollah. Et cela a été rendu possible par les investissements directs étrangers. C'était une opportunité claire à saisir si nous voulions dépasser cette situation de blocage. Par conséquent, c'était précisément le moment à saisir par quiconque serait en position de décider de cette orientation. D'accord, saisir l'opportunité et aller de l'avant avec ce type de plaidoyer. Et donc, j'ai commencé à plaider ouvertement pour cette cause. Et c'est ce qui a provoqué mon départ du pays, c'est ce qui m'a fait quitter le pays en réalité. Et Charles, je suppose que beaucoup de gens en Israël se posent la question parce que nous avions tous beaucoup d'espoir à ce moment-là. Est-ce que le gouvernement actuel du Liban, Joseph Aoun, est-il capable, son gouvernement est-il capable de reprendre le pays au Hezbollah? C'est la question que nous nous posons tous. C'est une question très importante. Commençons par examiner ce qu'il a fait jusqu'à présent. D'accord. Ce qu'il a fait jusqu'à présent n'est pas encourageant. Et il y a plusieurs indicateurs qui m'ont rendu un peu pessimiste dès le début, que ce soit de son côté ou du côté du Premier ministre. Les raisons derrière, vous savez, ma position actuelle sont les suivantes. Nous avons eu la trêve, il y avait des stipulations pour cette trêve, et ces stipulations étaient principalement centrées autour d'un point central dans cet accord de trêve. Qui est le désarmement du Hezbollah et qui est la cessation, la fin de la question territoriale? Je veux dire les extraterritorialités, qu'elles soient politiques ou militaires. Ou je veux dire, quand nous parlons de cela, je parle des extraterritorialités du Hezbollah et des camps palestiniens. En même temps, parce qu'ils fusionnaient en une seule plateforme politique et militaire. Et c'est sur cette base même que la coopération entre Hamas et Hezbollah a commencé. À partir des camps palestiniens, c'était donc une opportunité majeure et elle aurait dû être affrontée de front. Surtout que les personnes qui ont signé au nom du Hezbollah, à savoir Nabih Berri, le président du Parlement. D'accord? Il a clairement indiqué que nous sommes engagés à signer, vous savez, ces stipulations et à honorer ces engagements. Et nous nous sommes retrouvés avec les personnes qui sont au pouvoir ou qui ont été amenées au pouvoir il y a presque 11 mois, ce qui signifie après la signature du traité de paix. Ils ont fait défaut à cela. Ils ont fait défaut à cela pour des raisons idéologiques, stratégiques et politiques. Ce qui signifie, vous savez, qu'ils ont échoué tout du long sur le plan politique, militaire et idéologique. Ce qui veut dire que ce n'était pas un hasard, ce n'était pas, vous savez, un simple écart de conduite de leur part. Non, il y avait un comportement systématique, il y avait un schéma de comportement qui s'appelle le respect de ces stipulations. C'est ce qui m'a rendu sceptique et ce qui m'a rendu un peu, vous savez, méfiant quant à leur capacité et leur volonté d'honorer, vous savez, les engagements qu'ils ont pris. Ça, c'est d'une part
Mais il y a quelque chose de bien plus inquiétant, c'est l'adoption du récit du Hezbollah. D'accord, vous n'avez pas réussi à faire ce que vous deviez faire pour des raisons pratiques. D'accord, je peux comprendre cela. Mais lorsque vous commencez à adopter le récit du Hezbollah, c'est quelque chose qui nous inquiète. Surtout que l'administration américaine, en envoyant des factures tout au long de l'année dernière et en promouvant l'idée de la normalisation à différents niveaux, à différents rythmes, etc., etc., n'a pas, je veux dire, a ouvert une grande, je dirais, une véritable autoroute pour que ces personnes poursuivent leur entreprise. Et pourtant, ils ont échoué à le faire. Et c'est ce qui explique le fait que l'administration ait décidé la semaine dernière d'annuler la visite du chef d'état-major de l'armée, parce que le chef d'état-major de l'armée a ouvertement défendu l'idée de ne pas honorer et ne pas aller vers la normalisation. Alors, Charles, est-ce qu'ils ne peuvent pas ou est-ce qu'ils ne veulent pas? Il y a un mélange des deux, ce qui veut dire, vous savez que les équivoques ne sont pas accidentels. Les équivoques sont tout à fait intentionnels. Ce qui veut dire, il essaye d'expliquer ce comportement en disant que c'est de la réelle politique. À mon avis, ce n'est pas de la réelle politique. À mon avis, le gars se lie les mains pour plusieurs raisons. Il a des implications politiques. Il a, Le Hezbollah, avec le Hezbollah, il a quelque chose qui est, plus grave que ça. Il y a des implications du crime organisé, j'ose le dire. Et j'ai publié hier sur mon Facebook l'interview avec Nadine Barakat, qui est actuellement la médiatrice de la République, et elle a révélé tous les liens avec le crime organisé. Cela peut largement expliquer son incapacité à avancer librement sur ces questions. La plupart des personnes qui l'entourent sont soit des membres du Hezbollah, soit liés au Hezbollah, ou, vous savez, ont des affinités criminelles avec le Hezbollah. Donc, malheureusement, cela ne lui permettra pas de s'ouvrir politiquement de manière libre. Et cela sape sa crédibilité, et cela sape, vous savez, sa légitimité politique et même sa légitimité nationale. Pour négocier au nom de l'État libanais, il sape sa capacité constitutionnelle. C'est cela qui était inquiétant. Vous savez, les considérations pratiques qu'il invoque ne sont pas convaincantes. Donc malheureusement, je ne suis pas heureux de le dire, mais c'est un fait. Alors, Charles, tu sais que hier, Israël a attaqué Daïa à Beyrouth et a tué le chef militaire du Hezbollah ainsi que 3 de ses principaux collaborateurs. Est-ce que cela change la situation d'une quelconque manière? Oui, évidemment, cela change la situation. Cela signifie que l'impasse est terminée. La situation de stagnation politique et militaire, enfin, je préfère ne pas affirmer une stagnation militaire, parce que les affrontements ne se sont pas arrêtés, de quelque manière que ce soit. Mais au moins, vous savez, l'impasse politique est surmontée, il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'assassinat de Tabtabai est un message clair que cette période de procrastination est terminée. Vous devez soit aller dans la nouvelle direction, soit cette impasse doit être surmontée. Et c'est un message sans équivoque. Et je pense que ce message devrait être très bien accueilli si nous voulons aller dans la bonne direction et surmonter l'impasse qui prévaut en ce moment et qui est instrumentalisée par le Hezbollah afin de reprendre le contrôle de la scène politique dans le pays. Ils l'instrumentalisent afin de faire du chantage à la gouvernance, de faire du chantage à la communauté internationale et de saper la communauté internationale, ce qui a conduit à la médiation diplomatique et à l'accord de trêve. Ils remettent en question tout ce processus de normalisation et reviennent au récit initial du conflit ouvert. Et Charles,
penses-tu que l'armée libanaise... Mettons de côté un instant la politique libanaise qui, comme vous le dites et nous l'expliquez, est très liée à des activités criminelles qui pourraient également impliquer le Hezbollah. Il y a trop d'enjeux pour qu'ils se séparent et affrontent le Hezbollah. Mais qu'en est-il de l'armée libanaise? Ont-ils une voix indépendante, une force? Laissez-moi vous dire une chose, et c'est aussi un fait regrettable. C'est miné de l'intérieur. Le Hezbollah travaille depuis 10 ans à saper l'armée de l'intérieur. L'armée l'est infiltrée, l'armée est corrompue et l'armée est manipulée par différentes agendas politiques. Ce n'était pas le cas auparavant. Autrefois, l'armée bénéficiait d'une grande autonomie opérationnelle et morale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. À l'heure actuelle, l'armée est affaiblie. Cela ne veut pas dire pour autant que l'armée ne fera pas ce qu'elle est censée faire, mais cela reste discutable. C'est controversé. Et le fait que l'administration américaine ait écarté, vous savez comment il s'appelle, Rodolphe Aikal, de l'invitation qui lui avait été remise, est un message clair, ce qui veut dire, vous savez, il faut arrêter avec les équivocations. Il faut arrêter de mentir sur ce que vous faites. Vous dites que vous avez fait votre travail, mais vous n'avez pas fait votre travail. Et la preuve en est qu'Israël bombarde quotidiennement. Israël est, vous savez, en train de détruire les infrastructures logistiques. Il assassine les chefs militaires, quel que soit leur grade. Ce qui veut dire, vous savez, que vous avez autorisé le Hezbollah à se reconstruire au cours des 10 derniers mois. Ce qui veut dire que vous avez menti sur les missions dont vous parliez. Vous avez affirmé, nous avons contrôlé le sud du Litanie et fait tout le travail. Vous n'avez rien fait. Tout ce que vous avez fait, c'est remplacer les Israéliens quand ils sont partis et c'est tout ce que vous avez fait. Vous n'avez pas fait grand-chose et la preuve en est. Israël bombarde toujours les positions du Hezbollah, l'infrastructure logistique à travers tout le territoire, non seulement dans le sud, au nord du Litanie et dans l'ensemble des territoires libanais. Et cela va nuire à votre crédibilité, cela va nuire à votre capacité à poursuivre la médiation diplomatique. C'est pourquoi vous n'êtes pas le bienvenu. Absolument. C'est pourquoi, tu sais, ouais. Et Aussi, je veux dire, Israël estime que le Hezbollah s'est reconstruit, que des gens reconstruisent leur capacité au sud du Litanie et qu'1 milliard de dollars est déjà revenu de la République islamique d'Iran. Comment le Liban peut-il se libérer de l'emprise de la République islamique d'Iran? Eh bien, que cela nous plaise ou non, l'équation israélienne est la seule qui rende cela possible. Si ce n'était pas, vous savez, l'armée israélienne qui faisait ce qu'elle a fait, je veux dire, la situation ne se serait jamais améliorée et le Liban aurait été pratiquement étouffé par le Hezbollah. C'était une question de temps et c'était vraiment, vous savez, un cadre temporel très restreint. Si ce n'était pas l'opération qui a conduit à cette destruction et à l'effondrement de toute la plateforme politique et militaire, vous savez, en même temps, c'était donc un moment à saisir pour le gouvernement libanais afin de dire que c'est terminé. Vous avez misé sur cette situation d'extraterritorialité. Cette situation d'extraterritorialité doit prendre fin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la question des armements, c'est aussi la question de la politique de subversion qui est promue par le régime islamique iranien dans toute la région. Et le Liban est une plateforme majeure, d'accord, pour cette entreprise dans tout le Moyen-Orient. Et la destruction même de ce que nous appelons, vous savez, la plateforme opérationnelle intégrée mise en place par le régime islamique et plus précisément par Qassim Soleimani. Cela a été accompli par l'armée israélienne. Si cela n'était jamais arrivé, toute l'équation politique dans la région n'aurait jamais changé.
Et nous assistons à un changement de dynamique. Que cela vous plaise ou non, que vous l'aimiez ou non. Ah, c'est une autre question. Le fait est que nous assistons à l'essor, à l'émergence d'une nouvelle dynamique. Et si vous étiez un décideur politique, vous devez tenir compte de ces faits et avancer en fonction de ces nouvelles données stratégiques. Ouais, c'est la question qu'il faut prendre en compte. Charles, je ressens et j'entends de plus en plus de voix comme la vôtre venant du Liban qui disent que ça suffit. Se battre avec Israël ne nous a menés nulle part. Soutenir les Palestiniens au Liban a déstabilisé notre pays. Économiquement, Nous n'avançons pas. Cela a Détruit notre pays. donc votre Le pays a été détruit et déstabilisé par le terrorisme palestinien. Il a ensuite été détruit, déstabilisé et occupé essentiellement par la République islamique d'Iran. Y a-t-il une masse critique de personnes comme vous, Char, qui peuvent changer la réalité, peut-être changer le gouvernement actuel et aller vers un avenir positif de paix avec Israël? Oui, je pense que c'est une question de temps, dans le sens où les gens en ont marre. Les gens en ont assez. Ils en ont assez de l'instabilité. Ils en ont assez de la radicalisation militante, quelle qu'elle soit. D'accord? Que ce soit la radicalisation militante islamique ou la militance palestinienne, etc. Et ils ont fini par se rendre compte que ce genre de militantisme a mené à des impasses avec le temps. Ce qui signifie que l'intoxication idéologique qui a été alimentée au fil des années et des décennies a pris fin. Tout ce récit a été démystifié, il n'a plus aucune... Pertinence, quelle qu'elle soit. Il est grand temps d'envisager, de considérer une nouvelle étape dans la vie de ce conflit. Et la nouvelle étape a été initiée par les accords d'Abraham. Et ces Accord d'Abraham. doivent être complétés. Ils doivent être complétés, ils doivent s'étendre à d'autres territoires et ils doivent l'être. Et c'est très étroitement lié à un autre tableau politique plus large. Le Moyen-Orient est-il prêt à normaliser? Le Moyen-Orient est-il prêt à abandonner le discours radical? Ou bien le discours radical va-t-il dominer le Moyen-Orient pour une génération de plus? D'accord. Dans des cycles de conflits inutiles et destructeurs, etc., etc. Et je pense la militance palestinienne est à l'origine même de ce cycle vicieux d'inimitié institutionnalisée et de radicalisation. Nous devons composer avec cela. La militance palestinienne a détruit le peuple palestinien. Tout simplement, cela a fait manquer au peuple palestinien de nombreuses occasions de s'en sortir. Normalisés puisqu'ils ont trop de points communs, puisqu'ils ont, vous savez, une vie de coexistence avec Israël depuis 100 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la vie des deux peuples. Il est donc temps de mûrir et de passer à une autre étape de la normalisation politique de la diplomatie. Non seulement la diplomatie d'État, mais aussi la diplomatie de second niveau où l'ouverture entre les sociétés va permettre de résoudre les problèmes. Et vous, en Israël, vous avez vécu cela tout au long de votre histoire. Que ce soit du côté des Arabes israéliens qui font partie de la vie politique d'Israël, qui participent à la vie sociale, économique et éducative, etc., etc. Et ensuite, ouvrir les frontières pour une intégration économique à différents niveaux, des brevets à différents niveaux, etc. Donc, cela signifie qu'il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui est nouveau, c'est de dépasser ce récit toxique. Il est grand temps d'en finir avec ce récit toxique. Tout ce que les Israéliens demandent, c'est la paix. Pour l'amour de Dieu, finissons-en avec cette parenthèse. Et c'est aussi ce que nous revendiquons nous-mêmes. Mais quand on vous nourrit avec cette idéologie toxique en instrumentalisant la question palestinienne, la situation libanaise ou n'importe quelle autre situation, cela n'a pas de fin. C'est, vous savez, ma vision politique et la vision politique qui sous-tend mon engagement politique à ce moment précis. Charles, il y a 1 an, tu as été forcé de quitter ton pays. Mais avant cela,
Nous étions tous très pleins d'espoir, tout comme toi tu l'étais. Après que Hassan Nasrallah, le légendaire et puissant chef du Hezbollah, ait été éliminé, à une époque, les Israéliens et des personnes comme toi, venus du Liban et voulant la paix, étaient très optimistes que le Liban pourrait être le prochain pays à rejoindre les accords d'Abraham. As-tu encore de l'espoir, Charles? Laisse-moi te dire une chose. Il y a toujours eu une rhétorique bien rodée au Liban qui dit « Oh, nous serons le dernier pays à signer après que tout le monde aura signé ces accords d'Abraham. » Pourquoi je ne vois pas de raison? Pourquoi je ne vois pas de raison? À un moment donné, il y avait, vous savez, les rhétoriques idéologiques qui étouffaient le débat. Maintenant, les rhétoriques idéologiques ont été invalidées sur le terrain. D'accord, nous avons vu le résultat des rhétoriques. Nous avons vu les conséquences destructrices des rhétoriques. Nous sommes toujours otages de ces rhétoriques. Il est temps de passer, vous savez, au-delà de cette étape. Il est temps de considérer les questions d'un point de vue pratique. Voulez-vous une guerre sans fin? D'accord, dans quel but? D'accord. Maintenant, le Hezbollah réclame à nouveau ses armes. Pourquoi faire? Dans quel but? Il veut détruire Israël. Qu'il y aille alors. Je veux dire, c'est ce que j'ai dit, vous savez, à Youssef Aoun et Noah Salam à plusieurs reprises. D'accord? Qu'il aille détruire. Israël. Mais S'il perd jamais la bataille, il ne devrait pas revenir en pleurant et dire « Oh, vous devez me soutenir. Vous devez, vous savez, revendiquer, vous savez, l'intégrité territoriale du Liban. » Vous avez compromis l'intégrité territoriale du Liban, vous avez compromis, vous savez, la souveraineté du Liban. Et maintenant que vous revendiquez votre innocence, qu'Israël attaque, Israël protège sa sécurité nationale, c'est très simple. Et si j'étais Israël, j'aurais fait la même chose. Soyons, vous savez, matures et commençons à agir en adultes. Vous savez, cette stratégie de victimisation qui a été instrumentaliser encore et encore, ça suffit, ça suffit. Quand nous sommes bien placés, nous revendiquons la victoire. Quand nous ne sommes pas en bonne position, nous jouons la victimisation. C'est une façon de penser, d'agir et de faire qui est irresponsable et immature, vous savez. Et il le répète encore et encore et encore. Et il y a des raisons idéologiques parce qu'il y a beaucoup de membres de ce cabinet qui sont encore du genre militant pro-palestinien des années 70 et ils n'ont même pas bougé depuis. Ils sont toujours là. Vous savez, c'est le genre d'Edouard Saïd, des palestinistes. oui, Vous savez, le genre d'Edouard Saïd, vous savez, je vais lancer une pierre sur l'occupation. C'est, je veux dire, il faut dépasser, vous savez, ce gauchisme. Voilà. C'est ridicule, c'est un signe d'immaturité. Vous avez un peuple? Ouais. en tant qu'universitaire et maintenant quelqu'un qui n'est plus dans son pays mais qui est en Occident, est-ce que tu es choqué par la façon dont ce palestinisme, ce discours victimaire a envahi le monde universitaire et la jeune génération là-bas? Bien sûr, je suis choqué. Je suis choqué parce que c'est une déformation de la réalité. Laisse-moi te donner un exemple très simple. Et j'en ai discuté avec beaucoup de gens. J'ai dit, d'accord, la tragédie de Gaza, mais as-tu déjà soulevé la question, qui est responsable de la tragédie à Gaza? Tu sais, le Hamas qui a instrumentalisé la population civile, d'accord? Tu sais, en instrumentalisant les espaces urbains, en instrumentalisant, tu sais, les hôpitaux, les écoles, etc., etc. Se cacher derrière la population civile pour attaquer Israël et parler ouvertement de faire des victimes parmi 10 000, 20 000 Palestiniens afin de Pour promouvoir sa propre tendance politique. Et puis dire, vous savez, les Israéliens sont des tueurs, les Israéliens commettent un génocide. Vous vous êtes engagé dans la guerre, vous assumez la responsabilité de cette guerre ou vous arrêtez de vous cacher derrière. Vous connaissez ces discours? Ce n'est pas un génocide. C'est une guerre entre un État et une organisation terroriste qui a instrumentalisé la population civile. D'accord, de Gaza afin de promouvoir ses intérêts,
au détriment même de cette pauvre population qui en a payé le prix, qui en a supporté le coût, qui a assumé le coût de cette criminalité. Et en plus de cela, en nourrissant avec une idéologie toxique afin de promouvoir ce champ de mort, vous savez, en justifiant ce champ de mort, vous étiez derrière tout cela. L'armée israélienne faisait son travail. Vous avez attaqué, vous savez, vous avez massacré 1200 personnes de la manière dont vous l'avez fait. D'accord, le massacre odieux qui a eu lieu. Et ensuite, vous disiez, oh, les Israéliens ont réagi de façon excessive. Ils n'ont pas réagi de façon excessive. Ils voulaient mettre fin à cette errance, d'accord, qui se déroule à travers leurs frontières. C'était suffisant, ce qui est compréhensible. Si vous ne voulez pas vous positionner et vous mettre dans leur peau pour comprendre ce qui se passe, aucune chance de résoudre le conflit par la négociation ni d'adopter une approche réaliste de la situation. La politique des boucliers humains est la stratégie la plus criminelle et la plus vicieuse qui puisse être instrumentalisée. Comment pouvez-vous vous permettre d'utiliser cela pour victimiser ces personnes et promouvoir la politique de victimisation? Et vous savez, ici dans le milieu universitaire, tout ce poison, c'est juste incroyable, incroyable. Et c'est lié à une idéologie de gauche qui est tellement évidente parce que la rhétorique de la gauche est complètement épuisée. C'est une façon de raviver, vous savez, la rhétorique de gauche. Ils n'ont plus aucun autre sujet dont parler. Ils ne parlent de rien. Mais ils sont aveugles à ce sujet. Ils sont aveugles au problème. Ils sont aveugles. Et nous ne voulons pas discuter des détails. Si tu ne veux pas discuter des détails. Et tu te demandes pourquoi, tu sais, cette guerre s'éternise. Oui, Tu te demandes, tu sais, pourquoi les gens en perdent le prix. C'est la réponse ultime que l'on peut donner. Tu sais, à cette idéologie, je dirais, tu sais, cette hallucination. Charles. Qu'est-ce qu'Israël devrait faire pour que, à la même époque l'année prochaine, tu sois chez toi dans ton pays et que nous puissions espérer la paix? Je pense que le chapitre du Hezbollah doit se terminer. Nous devons en finir avec ce chapitre. Malheureusement, en finir avec ce chapitre n'est pas seulement une question militaire. Cela remet en question la raison même de l'existence nationale du Liban, ce qui signifie, vous savez, que le militantisme chiite, le type de militantisme promu par le Hezbollah, fait partie d'un ensemble plus large, d'un schéma politique dans tout le Moyen-Orient. Ce qui signifie que cela fait partie de ce que la révolution iranienne a imaginé pour l'avenir du Moyen-Orient. En prenant le contrôle de ces pays, en construisant cette stratégie des plateformes opérationnelles intégrées du Kazakhstan. Soleimani. Donc toute cette mythologie doit prendre fin. Et elle a pris fin avec la défaite de la stratégie iranienne dans tout le Proche-Orient, dans tout le petit Moyen-Orient, en coupant ce que nous appelons ça mandat. Je veux dire, ces mandataires, vous, Savez, Massy, c'est tentacules, un... tentacules. Ouais, c'est oui. Et maintenant, vous savez, les Iraniens essaient de raviver cette stratégie. C'est un revanchisme politique. Et ils instrumentalisent à nouveau ces plateformes territoriales afin de redonner vie à cette stratégie. Et nous devons en finir avec cela. Par conséquent, la question d'en finir avec le régime iranien devrait devenir et est devenue une partie de la stratégie réaliste qui doivent être prises en compte. Parce que jusqu'à présent, les médiations diplomatiques ont échoué et j'ai toujours dit que les médiations diplomatiques ont échoué pour une raison simple. Le régime iranien craint énormément que toute normalisation au niveau régional et international ne mette fin à l'idéologie saga. Et cela va mettre fin à la légitimité du système politique en Iran lui-même. Ils le savent très bien parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune légitimité dans leur pays. Ce qui signifie que le peuple iranien est d'un côté et le régime de l'autre. Leur seul engagement, c'est la violence, les guerres régionales, les discours idéologiques et les tensions internationales. Donc,
comment pouvez-vous vous engager, vous savez, dans une diplomatie de bonne foi? Si vous refusez de changer le récit, Oui, vous ne voulez pas changer le récit. Vous allez alimenter les conflits encore et encore. eh bien, c'est leur objectif, cette déstabilisation de la région, le radicalisme islamique. Et c'est pourquoi ils ont essentiellement écrasé le Liban. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que la stratégie des puissances occidentales devrait être un changement de régime en République islamique d'Iran, ce qui, à son tour, apportera le changement nécessaire au Liban afin que nous puissions enfin avoir la paix avec notre voisin frontalier. Et j'espère vraiment, Charles, que nous pourrons voir cela, que tu pourras rentrer chez toi dans un pays en paix et que nous pourrons nous rendre visite en tant que voisins dans cette région. Je prie pour que ce soit le début de la fin du Hezbollah. Oui, espérons-le, espérons-le, il est temps. Il est temps d'en finir, vous savez, avec ces inimitiés idéologiques, parce que les inimitiés idéologiques sont à la racine de toutes les misères qui ont été causées dans cette région. Intoxication idéologique. L'intoxication idéologique fait partie du problème qu'il faut combattre. Et vaincre les illusions, vaincre, vous savez, les dystopies criminelles, c'est le tout début de ce que j'appelle la défaite de ces inimitiés idéologiques. Nous devons démêler toute une littérature, vous savez, qui s'est accumulée au fil des années, afin de maintenir, de soutenir et de faire en sorte que cette inimitié se répète au fil du temps et au fil des décennies. Il est temps d'en finir, il est temps d'en finir. Je sais à quel point c'est difficile, mais nous devons nous placer, vous savez, dans cette perspective si nous voulons agir politiquement. Merci beaucoup, Charles Chartouni. Merci d'avoir été avec nous. Et j'espère que nous pourrons voir cette paix ensemble. Merci. Merci Fleur pour l'invitation et tous mes vœux de réussite. Merci.